Wow. Je suis désolé, oui, je suis désolé d'avance parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fâche, les catcheurs enterrés par John Cena. Un grand merci à vous tous pour avoir été très présents pour le premier épisode des catcheurs enterrés par d'autres catcheurs. Le premier épisode était donc dédié à Hulk Hogan et vous avez été des milliers à regarder ça, donc merci beaucoup. Aujourd'hui, deuxième épisode et cette fois-ci c'est John Cena. C'est John Cena qu'on va analyser. Quels sont les catcheurs qu'il a enterrés, quelles sont les décisions backstage qu'il a prises pour se mettre en avant, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Presque 30 000 sur la chaîne, peut-être même qu'au moment où cette vidéo sortira, on aura déjà dépassé les 30 000, si c'est le cas, merci beaucoup. Mais j'ai remarqué quelque chose, et oui, j'ai remarqué que la plupart des gens qui regardaient les vidéos n'étaient pas abonnés. Alors, comment ça se fait, vous vous abonnez pas au docteur? Je viens de voir cette petite stat amusante après presque 3 ans ici, donc voilà, n'hésitez pas, abonnez-vous, faites sonner la cloche, tout ça, vous allez voir, il y a plein de points catch qui arrivent en septembre. Et puis d'ailleurs, abonnez-vous aussi à Dr Everything parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui arrivent également. Ce mois-ci, ça va être très chargé. Alors oui, John Cena, c'est vraiment un héros pour beaucoup d'entre vous, un véritable pilier de la génération NT1, de la PG era aux États-Unis. John Cena représente tout bonnement le catch à la fin des années 2000. Il a une carrière quand même assez énorme sur toute la première décennie des années 2000, puis la moitié de celle d'après, presque donc 15 ans de carrière, voire plus. Et il représente quand même tout simplement le plus grand, peut-être l'un des plus grands faces de l'histoire de la WWE, l'un des plus grands gentils. Il y a qu'à voir son implication dans Make-A-Wish, avec le Mattel, tout ça pour les jouets. Bref, John Cena, c'était une valeur sûre du catch et le héros un peu des fans à l'époque. Mais quand même, John Cena, ça a l'air d'être un bon gars, un bon samaritain, mais il a quelques casseroles quand même derrière lui. Alors déjà, il a failli se faire virer en 2002 parce que personne ne voulait de son personnage et ça collait pas trop. Puis après, il s'est battu avec Carlito parce qu'il était un petit peu trop bourré dans les vestiaires. Bon, John Cena, c'est quand même un des spécialistes pour critiquer publiquement les autres catcheurs, donc ça, ok, il veut pousser un peu tout le monde vers le haut, mais parfois il utilise pas trop de pincettes. John Cena aurait usé de son influence à l'époque pour faire progresser la carrière de sa compagne, Nikki Bella. Et enfin, de ce qui est rapporté parmi les rumeurs, c'est que John Cena aurait eu la fâcheuse tendance à voler les storylines qui étaient destinées à d'autres catcheurs à l'époque, et ce qui faisait qu'il avait de la heat en backstage, c'est-à-dire que les catcheurs l'aimaient pas trop. Parlons maintenant des catcheurs enterrés par John Cena, et comme d'habitude, il y en a plus que 5. Je vais me concentrer sur 5 en particulier, puis on parlera des autres également qui ont souffert de la présence de John Cena, et on va démarrer tout de suite. On va faire ça dans l'ordre un peu chronologique et on va démarrer en 2007. À l'époque, John Cena est le champion, franchement il est très costaud depuis 2005, il est presque imbutable. Il est super face, il est passé de la gimmick du rappeur aux Marines, donc pour cadrer un peu plus avec la WWE en tant que face, et on lui met dans les pattes le super heel, l'ogre indestructible de l'époque, Umaga. Bien sûr, membre de la famille Anoa'i, la fameuse fratrie samoane, Umaga qui est décédé depuis, perd son âme. Et donc à l'époque, Umaga c'était une valeur sûre, on lui met Cena au Royal Rumble, en mode, bon, ok John Cena, tu vas voir, Umaga il a jamais perdu, donc ton titre tu vas le perdre. 2 matchs entre les deux, New Year's Revolution 2007, d'ailleurs c'est dans ce pay-per-view que Triple H se blesse gravement à la jambe, et le Royal Rumble qui est donc un last man standing, et 2 victoires pour John Cena. Bah oui, Umaga, de la broutille. Umaga enterré par John Cena à l'époque, c'était vraiment dommage parce qu'Umaga avait vraiment un gros potentiel, or il fallait bien le faire perdre, et vous allez voir dans cette vidéo que à chaque fois qu'il y a un heel un peu costaud, un peu puissant qui est invaincu, souvent il perd contre John Cena. Derrière c'est un peu la catastrophe pour Umaga puisqu'il a plus son invincibilité, donc il perd contre Bobby Lashley à WrestleMania 23 dans la bataille des milliardaires avec Donald Trump. D'ailleurs à mes yeux ça aurait été bien plus intéressant de pas mettre Umaga contre John Cena début 2007 et de garder cette invincibilité pour le match face à Bobby Lashley, donc du coup cette bataille des milliardaires à WrestleMania 23, qu'est-ce que j'ai dit 27 tout à l'heure, WrestleMania 23, et donc du coup d'avoir une affiche encore plus épicée entre Lashley et Umaga puisque Umaga serait resté invaincu. Bref, on va pas réécrire l'histoire, Umaga avait encore perdu de toute façon. Ensuite derrière c'est la descente aux enfers et 2 ans plus tard il disparaît de la WWE. Bien les amis, avançons un petit peu et parlons de 2010. En 2010 quelque chose de très surprenant arrive à la WWE. Un clan fait son arrivée, 5, 6 ou peut-être 7 catcheurs, à l'époque des jeunes, des têtes qu'on ne connaît pas, ils s'en prennent à tout le monde. Bref, The Nexus arrive à la WWE et fait grand bruit, ça fait des ravages. À l'époque il y a quand même Wade Barrett, le leader, Daniel Bryan, du coup qui va être viré et ensuite revenir. Il y a également Skip Redfield, ou
Sheffield, qui était Ryback, et Husky Harris, à savoir Bray Wyatt. Bref, il y a quand même des gros noms. Il y a aussi le fils de Mr. Perfect, Curtis Axel. Donc c'était quand même une belle troupe de catcheurs, beaucoup de talent brut et un avenir potentiellement doré pour le Nexus, non? Qu'en pensez-vous? Un avenir doré peut-être s'il n'y avait pas eu John Cena qui a terrassé l'intégralité des membres du Nexus à SummerSlam 2010. C'était un match à l'époque 7 contre 7, la team WWE, donc à savoir les légendes, les grandes stars, Edge, Chris Jericho, Bret Hart, contre la team Nexus, emmenée par Wade Barrett. Et à l'époque, tout le monde s'attendait à un match serré, une victoire peut-être de Nexus pour confirmer cette idée de vouloir mettre en avant les jeunes de NXT. À l'époque, c'était NXT, Nexus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, John Cena s'est retrouvé face à 3-4 membres à la fin, quasiment tout seul. Et il a gagné le match. Voilà, il a éliminé tout le monde. Il a enterré l'intégralité du Nexus et notamment Wade Barrett, son leader. John Cena a tout brisé en fait. Alors John Cena, c'est quand même les bookers, hein, les équipes créatives qui ont décidé de ce match. Or quand même John Cena aurait apparemment sa petite pierre à l'édifice. Hein, il aurait peut-être mis son petit grain de sel dans ce match. Lors de la préparation de ce match, il a notamment expliqué à Edge et Chris Jericho qu'il voulait que ça se termine comme ça, que John Cena batte les membres du Nexus à la fin en 4 contre 1, en mode Super Cena. Et à l'époque, Chris Jericho et Edge n'étaient pas trop d'accord avec ça, justement. Eux commençaient à être un peu âgés et se disaient que ce serait peut-être bien de laisser un peu la main aux jeunes, aux Barrett, aux Ryback, etc. Et John Cena il a poussé jusqu'au bout et même à la fin du match, John Cena dans une interview avait expliqué que même lui regrettait ce choix parce qu'effectivement il a enterré tout le Nexus en un seul match et derrière c'est la descente aux enfers pour le Nexus. Wade Barrett doit se réinventer, bref, il change de clan, enfin tout est un bordel sans nom pour le Nexus et ça meurt assez vite l'année d'après quand CM Punk est le chef de Nexus et qu'après finalement Punk change aussi de gimmick puisqu'il fait la pipe bombe et derrière le Nexus c'est terminé. Tiens, on va faire une petite transition avec justement un membre du Nexus, Husky Harris à l'époque, donc Bray Wyatt. Puisque oui, Bray Wyatt retourne du côté de NXT après cet épisode Nexus un peu compliqué et devient justement Bray Wyatt, le mangeur de monde. Ils font de la Wyatt Family, bref, tout ça sent vraiment bon. En 2014, Bray Wyatt est là, il est bien présent dans les rosters de la WWE, il vient à peine de démarrer dans les rosters principaux et à WrestleMania 30, on lui met John Cena quand même dans les pattes, donc on se dit, grand match, belle storyline, absolument épique. Franchement, cette storyline vraiment très très bonne. Bray Wyatt fait un travail fantastique. John Cena aussi d'ailleurs dans la storyline. Le match s'annonce alléchant et peut-être qu'on se dit que Bray Wyatt va vaincre John Cena pour confirmer tout le momentum qu'il a sur lui ces dernières années, ces derniers mois plutôt. Et ben non, Bray Wyatt il perd comme un con à WrestleMania 30 et derrière c'est un peu entre guillemets la descente aux enfers aussi pour lui, même si c'est plus modéré que les autres personnages dont on va parler dans cette vidéo. Mais quand même Bray Wyatt ça lui met un sacré coup d'arrêt dans le pif parce que le match à WrestleMania 30, alors il est parfois jugé bon, parfois non, ça dépend un peu des points de vue. C'est un match atypique, WrestleMania 30 c'est un match atypique. Je pense sincèrement qu'il aurait fallu faire gagner Bray Wyatt à ce WrestleMania 30 puisque John Cena en 2014 il est presque arrivé au bout déjà, hein. Il est pas loin d'être part-timer et non, John Cena on le laisse quand même dans le champ d'activité. Alors après 2014 c'est aussi la réunification des titres, Cena, Lesnar. Donc effectivement Cena était encore un peu dans les spotlights, mais ce cher Bray Wyatt, peut-être qu'une victoire contre Cena ça l'aurait quand même bien aidé à l'époque et peut-être que ça aurait changé toute son évolution après à la WWE, parce que derrière pas facile pour Bray Wyatt. Surtout qu'en plus après derrière il y a une revanche, Wyatt gagne, après il y a la belle, Cena gagne à Payback et enterre définitivement cette rivalité et Bray Wyatt au passage. Et en plus de ça, après, Cena gagne le Money in the Bank en 2014, donc voilà, une bonne petite année pour John Cena. L'année d'après, 2015, on retrouve ce cher John Cena à WrestleMania 31, et cette année, on lui met un heel qui vient d'arriver, qui est très très puissant, qui n'a jamais perdu bien sûr, hein, comme Umaga en 2007, en la personne de Rusev, un russe, il a une gimmick de russe anti-américain, il arrive au ring avec l'hymne de l'Union soviétique, alors voilà, ça c'est typiquement l'anti-américain parfait, et bien sûr, si on est un anti-américain, on va mettre en face le héros américain, bien entendu, et non pas Hulk Hogan. Hulk Hogan était trop vieux, mais John Cena dans un match à WrestleMania 31, encore une fois que je juge décevant par rapport aux résultats, puisque Rusev aurait dû gagner, mais oui, bien sûr, en plus cette entrée de Rusev, il arrive dans un tank, incroyable, l'entrée est magnifique, il est champion US, et bien sûr, pour le bien commun, pour
Hop, on me parle, désolé. Pour le bien de Vince McMahon, et non, je vais pas refaire cette prise. Pour le bien de l'ego de Vince McMahon, il faut faire gagner Cena. Et Cena remporte ce match, ma foi, assez décevant, je trouve. Parce que vraiment, il y avait moyen de mettre Rusev quand même très fort, de l'envoyer directement peut-être dans le main event. Et derrière, Rusev, c'est mid-card for life. Hein. Pendant les 2 années d'après, il se fait pin contre Cesaro, contre Dolph Ziggler. Et après, jusqu'à son départ en 2017 ou 2018, c'est de la mid-card pure et dure pour Rusev, alors qu'il y avait quand même peut-être quelque chose à tenter pour Rusev, peut-être pas. En tout cas, John Cena, c'est sûr, il a enterré Rusev. Parlons maintenant de l'un des chouchous des fans de la chaîne, à savoir Baron Corbin. Et oui, Baron Corbin, quand il arrive dans les rosters principaux, il a tout pour plaire. Il est grand, il est tatoué, il a un look assez cool et tout, bref. Tout semble bien aller pour Baron Corbin, mais pensez-vous que tout est bien allé? Alors Baron Corbin, effectivement, il arrive en 2016 et il gagne directement la bataille royale d'André le Géant à WrestleMania 32. En plus, c'est une bataille royale qui est dans la carte principale juste avant le main event et qui donc n'est pas dans le kick-off, donc c'est quand même vu par beaucoup de monde. De là, il va ensuite gagner le Money in the Bank qu'il va cash-in en 2017 contre Jinder Mahal juste avant SummerSlam et il va perdre cette mallette du Money in the Bank un peu à cause de Cena à l'époque. Donc il y a un vrai malaise autour de ça. On apprendra par la suite qu'en fait Baron Corbin s'est embrouillé avec un docteur pendant un séminaire à la WWE, donc ça c'est hors écran, hein, c'est vraiment dans les coulisses, sur les commotions cérébrales. En fait le docteur parlait des commotions cérébrales et Baron Corbin, étant un ancien joueur de football, n'était pas d'accord avec le point de vue du docteur et bon, il y a eu une petite joute verbale entre les deux devant tout le monde et Baron Corbin a plus ou moins été puni à cause de ça en lui enlevant la mallette du Money in the Bank, donc ça fait quand même cher payé pour une joute verbale. Il aurait peut-être mieux fait de fermer sa gueule, hein, comme on dit. Du coup, SummerSlam 2017, on a Baron Corbin contre John Cena, l'occasion rêvée pour le Corbin de battre Cena et de repartir, bien sûr, la tête haute, après cette perte du Money in the Bank. Et ben non, 10 minutes de match, un enterrement pur et dur de John Cena sur Baron Corbin. Derrière, Corbin va mettre longtemps à s'en remettre, mais quand même il va y arriver. En 2019, il change de gimmick, il est à l'écran, bref. C'est pas ça, hein, mais il est quand même dans le main event, il arrive à s'en sortir, Corbin est toujours là en 2021, on sait pas trop ce qu'il fait, Happy Corbin, pas Happy Corbin. Bref, pour l'instant il est là, Corbin il fait plus ou moins le boulot, donc voilà, il s'en sort quand même peut-être un peu mieux que tous les autres dont on a parlé, puisque je l'ai pas dit, mais quasiment tous ont quitté la WWE par la suite. Bray Wyatt n'est plus là, Miro n'est plus là, enfin Rusev n'est plus là, Bret Barrett n'en parlons pas, et Umaga, paix à son âme, le pauvre, lui n'est plus là, mais pour une raison un peu plus glauque. Voilà pour les 5 catcheurs enterrés par John Cena. Je vais faire un petit bonus, un petit peu de rab, bien entendu, parce que je dois absolument parler du Miz. John Cena n'a pas vraiment enterré le Miz, en tout cas, c'était pas loin, puisqu'à WrestleMania 27, le main event était le champion, le Miz face à John Cena. Cena n'était pas content, je sais pas ce qu'il avait un pet de travers ce jour-là, mais il a pas voulu faire un bon match à WrestleMania 27. Le match est absolument catastrophique, il se passe rien, Cena ne fait absolument rien pour le bien-être de ce match. Le Miz est en galère, il se fait une commotion cérébrale, bref, tout déconne dans ce match-là, et c'est quand même un petit peu de la faute de John Cena qui a pas voulu y mettre du sien. WrestleMania 27, n'en parlons pas, de toute façon c'est une tâche dans l'histoire de WrestleMania. Et puis quand même, le Miz, il conserve contre John Cena grâce au Rock à WrestleMania 27, mais il perd le titre le lendemain, je crois, à Raw, ou très peu de temps après, et derrière ça lui tue un peu sa carrière, parce que plus jamais il n'accédera au titre suprême, hormis là ces derniers temps, ces derniers mois, quand il cash-in, mais sinon pendant 10 ans derrière c'est le désert, il est juste dans le titre intercontinental, donc ça lui nique totalement sa progression en tant que main eventer. Donc voilà, John Cena, moyen. Je pense également à Damien Sandow. Alors si vous l'avez oublié, lui c'était quand même quelqu'un de très cool, il était très over à l'époque. Il gagne le Money in the Bank, je ne sais plus en quelle année, en 2013 peut-être, oui peut-être, ou 2012, je ne sais plus. Dites-moi dans les commentaires, comme d'habitude vous savez, il est trou de mémoire, et il va cash-in contre John Cena, qui est blessé en plus, qui a mal au bras à l'époque. Il perd, voilà, il perd contre John Cena avec un bras, et derrière c'est fini, rideau, Damien Sandow, hop, je sais même plus ce qu'il fait aujourd'hui, je crois pas qu'il soit encore dans le catch, mais un petit enterrement gratis celui-là. Je pense aussi quand même un peu à Brock Lesnar, parce que Brock Lesnar il fait un retour tonitruant à Extreme Rules 2012, il perd contre John Cena, alors que bordel, Brock Lesnar, c'est censé être une force incroyable. Le mec est champion, double champion du monde à l'UFC en poids lourd. Il arrive et il se fait saucissonner par John Cena.
ok, comment niquer la carrière d'un mec qui arrive. Derrière, il va beaucoup se rattraper, notamment en 2013 et 2014. Mais voilà, surprenant d'avoir ce retour-là de Brock Lesnar, en tout cas en 2012, qui se fait déboîter contre John Cena. Petite pensée également pour Ryback, qui a pas mal souffert de sa relation avec John Cena à l'époque. Et ben John Cena, il a un petit peu participé à l'enterrement de Ryback et à sa conduite vers la sortie malgré tout. Voilà pour les catcheurs enterrés par John Cena. Il y avait beaucoup de choses à dire dans ce point catch. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire, voilà, si vous avez des petites anecdotes aussi, des petites choses intéressantes. Quel catcheur peut-être j'ai oublié que John Cena aurait enterré, c'est possible, mais je ne crois pas. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me donner vos commentaires comme d'habitude et on en parle comme d'hab également sur Twitch et sur Discord. Voilà, c'était le Dr Wrestling. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous.